ok, c'est complètement légitime maintenant de choisir un sens à sa vie qui est lié au bien-être des humains et de la planète. Parce qu'il n'y a que ça qui compte, enfin, surtout la planète, je veux dire. Si on sait que notre société, de la manière dont elle est organisée, va droit dans le mur, je trouve ça tout à fait légitime de se dire comment est-ce qu'on fait un pas de côté pour l'éviter, quoi. Donc moi je m'appelle Thibaut, j'ai un parcours qui est assez typique au départ, c'est-à-dire que j'ai passé mon bac dans une petite ville de la Loire, à Roanne. J'ai fait un bac général économique et social. Comme tout le monde, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire après le lycée. Et j'ai choisi de faire une fac d'anglais parce que j'avais eu 16 en anglais au bac. Voilà. Donc, et en faisant cette fac d'anglais, je me suis dit, tiens, est-ce que je peux peut-être lier ce choix à ma passion, qui était à l'époque les langues amérindiennes. Voilà, j'étais passionné par cette culture-là. Et donc j'avais vu qu'il y avait un programme d'échange avec le Canada, où on pouvait aller étudier dans les facultés amérindiennes, notamment pour apprendre la langue, etc. Mais bon, c'est un rêve qui est un peu tombé à l'eau parce que la politique a changé entre-temps et il se trouvait que les blancs, en tout cas les personnes qui n'étaient pas de la culture amérindienne, n'avaient pas le droit d'aller dans ces universités-là. Donc quand j'ai appris ça, c'était un peu à douche froide parce que rien ne me retenait finalement dans ces études où clairement tout le monde nous disait qu'on n'aurait pas de travail à la fin. Et quand je vois aujourd'hui la capacité des machines à traduire, à faire ce genre de choses, je suis bien content de ne pas être resté là-dedans. Et je me suis mis du coup à aller travailler pour devenir un peu plus libre, pour ne pas être un poids non plus pour mes parents qui m'aidaient, qui finançaient ma vie à ce moment-là d'étudiant, en partie. Donc je me suis mis à travailler chez Quick, c'est-à-dire que je cuisinais des hamburgers à longueur de journée. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, jusqu'à devenir manager junior, donc ce qui est à peu près la même chose qu'un manager normal, mais payé au SMIC. Et ça m'a plu, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que il y avait vraiment une sensation d'équipe. On était tous dans le même pétrin. Et c'est là que j'ai ressenti les choses que les gens ont pu me raconter de leur service militaire. Voilà, de se dire on vient tous de milieux sociaux complètement différents et on galère et c'était super bien. Sauf qu'à un moment donné, une personne que j'aimais beaucoup à cette époque-là a fait un burn-out et m'a dit surtout ne deviens pas comme moi et sors de là, quoi. Bon, donc première prise de conscience et où tout bêtement j'ai demandé le même jour à un type avec qui je travaillais qui faisait ses études en alternance. Je trouvais ça bien parce qu'à la fois il était diplômé mais il travaillait et il gagnait sa vie. Et je lui ai dit tu fais quoi comme école? Il m'a dit je fais l'Hydrac. Je vais m'inscrire à l'Hydrac. Donc je suis allé m'inscrire à l'Hydrac. L'Hydrac c'est une école de commerce, alors je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais c'est juste une école de commerce qui propose des études en alternance. Donc le principe c'est que on travaille plusieurs jours dans la semaine en entreprise et le reste du temps on est en cours. Et donc ensuite je me suis retrouvé par hasard à vendre des vêtements de luxe pour hommes, ce qui n'était pas du tout mon milieu. Pendant 2 ans j'ai fait ça. Ensuite je suis parti en Irlande et au Canada pour justement peut-être pour retrouver un petit peu cet amour perdu que j'avais pour le Canada, où j'avais absolument envie d'y aller, c'était une petite revanche. J'avais absolument envie de quand même aller voir cet endroit-là, et puis les réserves amérindiennes, où j'ai pas passé beaucoup de temps, parce que bon, on sent quand même que la relation est difficile entre les Amérindiens et le reste. Et quand je suis rentré en France, j'ai continué mes études, donc bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5. Toujours dans le commerce, alors cette fois c'était plus en fait on augmente de niveau à chaque fois qu'on passe les années, donc là après c'était une agence de pub, où j'étais commercial et mon travail c'était de vendre des stratégies digitales, enfin des choses qui n'étaient pas aussi concrètes que faire des hamburgers et vendre des fringues. Ça a été un peu difficile parce que je suis pas bon commercial du tout. Il fallait appeler les gens, leur vendre un truc et tout, j'ai horreur de ça. Mais ça m'a quand même apporté pas mal de choses. Et
Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion, pour ma 5e année, de travailler chez Sanofi Pasteur à Lyon. Et venant d'une famille qui est plutôt, qui se méfie plutôt de l'industrie pharmaceutique, je me suis dit, mais c'est génial, parce que du coup, je vais pouvoir entrer dans l'antre du diable, tout ça, et voir comment c'est de l'intérieur. Donc, c'était très intéressant. Je dis, voilà, c'est parfait, ma 5e et dernière année d'études, je fais ça, j'ai plein d'a priori là-dessus, tout ça. Mais en fait, je suis juste tombé dans une grande entreprise française, comment dire, où là, on se rend compte qu'il y a un pognon de dingue dans ces grandes entreprises, que les gens qui y travaillent sont en grande partie très gentils, adorables, qui ne sont pas là pour faire mal au monde entier. Mais on est dans quelque chose de tellement complexe qu'on peut comprendre pourquoi tous ces scandales arrivent aussi, quoi. Parce qu'il y a l'appât du gain d'un côté, la recherche de l'autre, et parfois il y a les deux qui disjonctent, quoi. Donc, à la fin de mes études, ils m'ont proposé un travail. C'est un peu une occasion en or, parce que ce genre de grandes entreprises, souvent, le dit dès le départ, voilà, on va vous recruter sur un poste qui est intéressant, mais par contre, vous attendez pas à ce qu'on vous recrute après vos études, on ne recrute pas, quoi. On licencie plus qu'autre chose. Et à la fin, ils me font l'honneur de me proposer un travail à Paris et un travail à Lyon. Donc là, ça veut dire 4 000 € par mois net, une carrière ouverte, 2 mois de vacances dans l'année, une voiture de fonction, enfin, des choses comme ça, quoi. Et j'en parle avec ma compagne et je lui dis, écoute, là, c'est soit je deviens ce genre de personne qui s'intéresse à sa voiture, qui s'intéresse au matériel et qui travaille dans des bureaux, soit on s'en va tout de suite. Parce que là, je sens que si je prends ce chemin-là, je vais me perdre totalement, quoi. Et ce dont j'avais peur, c'était que on a galéré quand même pendant 5 ans, parce que quand on est alternant, on a un tout petit revenu et on travaille beaucoup. Et on est surtout en ville. Donc à ce moment-là, je me dis, on atteint presque le moment confortable de ça y est, t'as fini tes études et tu réussis ta vie à ce moment-là. J'avais peur à ce moment-là que ma compagne me dise, ah non, attends, tu te rends compte, c'est une occasion de dingue. Enfin, c'est quand même super, et puis on va plus galérer, tout ça, c'est bien. Non, à ce moment-là, elle m'a dit, ok, t'as raison, je le sens pas, on se fait chier. On se sent pas utile, on apprend des tas de choses sur le monde en parallèle, et quel est le sens d'aller s'asseoir à un bureau et remplir des PowerPoint. Les PowerPoint, c'est les présentations qu'on fait à longueur de journée en réunion pour que des gens prennent des décisions. C'était surtout ça ton travail ? Oui, c'est ça, c'est travailler dans les bureaux, c'est-à-dire de la stratégie. C'est-à-dire c'est convaincre des gens qui ont des budgets dans l'entreprise, qui ne veulent pas le dépenser, et les convaincre de le dépenser pour ton intérêt à toi. Enfin, c'est ça, hein, le but du jeu. Donc c'est toujours essayer de séduire toutes les personnes haut placées. Et c'est de la politique, quoi. Et à côté de ça, dans ma vie personnelle, il y a quelque chose qui était en moi depuis le lycée. C'est cette sensation, en fait, que on arrivait au bout d'une espèce de progression dans l'humanité, si tu veux, qui m'est apparue quand je suis tombé sur Google Maps la première fois, Google Earth plutôt, tu sais, où on voyait toute la planète vue par satellite, et où je me suis dit, mais ça y est, on a tout découvert, toutes les îles, tout ça. Enfin, il n'y a personne qui va prendre un bateau un jour et dire, j'ai découvert un endroit. et en fait, finalement, je me suis rendu compte que c'était la machine qui découvrait les choses maintenant à la place de l'humain, à la place de la vraie sensation, de l'émotion, de l'acte de découvrir quelque chose, qu'ensuite ce serait l'IA aujourd'hui, l'intelligence artificielle, que ce serait des tas de choses comme ça qui me paraissaient immatérielles, insensées. Et donc là, cette prise de conscience, c'était quand ? C'était en quelle année ? Cette prise de conscience, elle est arrivée assez rapidement. Enfin, je pense que c'était au lycée. Hein. Ah oui. C'était déjà au lycée. C'était déjà au lycée, mais du coup, voilà, c'était relié aussi au fait qu'on dise, t'es jeune, t'as
ce qu'on appelait à l'époque le seum, un espèce de spleen, cette dépression du jeune qui est de je sais pas quoi faire de ma vie, mais en fait qui est complètement réelle. Je veux dire, on passe quand même notre vie assis à une table jusqu'à 25-30 ans, quoi, pour certains qui font des études longues. Et en fait, il y a cette espèce de dégoût, quoi, de se dire mais à quoi bon, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et en plus, il y a cette peur des crises, parce qu'il y a quand même, on se souvient tous, les gens de ma génération, des attentats de New York, puis ensuite de la crise, des papas qui se font licencier, des mamans qui se font licencier parce qu'il y a plus de... Il y a la délocalisation, puis ensuite ça va être le climat, et puis ça va être Mickey 3D qui te chante il faut que tu respires, enfin avec un clip, je me rappelle, qui est complètement, c'est la fin du monde, quoi. Et tu te dis, ouais, je vis là-dedans, et puis il y a un moment donné, j'ai une lecture de Pablo Servigne qui me rentre, qui arrive dans mes mains comme ça, c'était Comment tout peut s'effondrer. Je sais plus du tout comment je suis tombé là-dessus. Et ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, cette espèce de mal-être, il est complètement expliqué, mais de manière presque scientifique. C'est-à-dire, mais tu as raison de sentir que la forêt est en feu. Tu as raison, parce qu'en fait, c'est le cas. On arrive au bout de certaines limites qui font que c'est catastrophique sur des tas de sujets. Et ce qui, en fait, cette lecture-là m'a ouvert la porte sur ok, c'est complètement légitime maintenant de choisir un sens à sa vie qui est lié au bien-être des humains et de la planète. Parce qu'il n'y a que ça qui compte, surtout la planète, je veux dire. Si on sait que notre société, de la manière dont elle est organisée, va droit dans le mur, je trouve ça tout à fait légitime de se dire comment est-ce qu'on fait un pas de côté pour l'éviter, quoi. Donc là, ça t'a pas fait de spleen comme à l'adolescence, ça t'a donné un coup de pied aux fesses, ce que j'entends. Ça m'a donné un coup de pied aux fesses, j'ai eu besoin d'en parler avec des tas de gens qui n'avaient pas eu ce spleen, justement, et que ça angoissait énormément. Et donc, en fait, après ça, j'ai eu une petite période de dépression parce que, justement, j'avais besoin d'en parler et que très peu de gens étaient prêts à en parler. Ou en tout cas, prêts à en parler tous les jours. C'est-à-dire, comme moi, j'avais besoin d'en parler. Et parce que ça ouvrait une autre vision des choses. C'était, on peut vraiment ne pas continuer dans ce sens-là. On peut arrêter, on peut faire autre chose, décider autre chose et aller sur des sortir de l'autoroute, ça. Sortir de l'autoroute. C'est bien de le faire. Et les gens ne te diront plus que tu es fou maintenant. Parce qu'on peut le prouver. Non, ce qui est fou, c'est de continuer. Et donc c'est une libération, quoi. C'est même une libération pour plein de gens qui tombent sur ce sujet-là et qui parfois disent mais vivement que ça s'effondre. Alors bien sûr, quand ils disent ça, ils ne pensent pas à la réalité des choses. Mais il y a cette sensation-là de on serait débarrassé d'un quotidien qui est si fade, tu vois, sur certaines choses. Qui est fade. Après, c'est à nous à en sortir aussi. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait en choisissant une partie du problème, puisque pour moi, la lecture alors il y a eu Servigne, mais il y a eu Arthur Keller, il y a eu Jean Covici, il y a eu plein d'autres personnes qui m'ont beaucoup influencé, appris surtout de choses. Et pour moi, le problème qui revenait tout le temps, c'était l'énergie, quoi. C'était de se dire, mais en fait, depuis qu'on a une énergie qui est abondante, ultra efficace, accessible à tous, et en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'on a créé des problèmes. Parce que cette énergie-là, elle nous permet de transformer notre environnement à un rythme qui n'est pas naturel. C'est-à-dire qu'elle nous permet de creuser d'énormes carrières, elle nous permet d'extraire des choses qui sont à des kilomètres sous terre. C'est quand même dingue. Et c'est ça qui pose problème, parce qu'en fait, on casse le rythme naturel des choses. Et souvent, je rigole en me disant que s'il y avait des règles divines, il y en aurait une qui serait intéressante, ce serait de dire tu ne creuses pas à plus de 100 mètres.
À partir de ce moment-là, tu règles beaucoup de problèmes. Tu ne montes pas au-dessus de... Tu ne montes pas au-dessus de 100 mètres peut-être aussi, ouais. Mais c'est ça qui a déstabilisé en grande partie notre monde, quoi. Et donc je me suis dit, aujourd'hui, quand on parle de se libérer de cette énergie-là, qui est super, hein, parce que moi, on m'enlève cette énergie-là, je ne suis pas encore capable de vivre par mes propres moyens. Si on nous l'enlève, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui réagiraient de cette manière-là, c'est-à-dire je ne peux pas survivre sans ça. Et mes parents se sont battus, mes grands-parents sont allés dans les mines pour obtenir le confort qu'on a aujourd'hui. Pourquoi tu me parles de ça ? Et en fait cette énergie abondante, elle est reliée à ce confort moderne qu'on a, mais qui fait aussi que des jeunes gens comme moi n'ont jamais eu de besoin, en tout cas, d'être dans la matière. On m'a jamais fait cercler un potager, on m'a jamais fait travailler dans les champs, on m'a jamais fait couper du bois, parce que c'était pas nécessaire. On avait de l'énergie pour faire autrement, on avait assez d'énergie pour faire en sorte que une grande partie de la population ne soit pas dans les champs. Voilà. Donc ça veut dire que en fait cette relation à la terre, je l'ai découverte très très tard. Et je pense que si je l'avais eu avant, peut-être que j'aurais été artisan, quelque chose comme ça. Mais je me serais pas, j'aurais pas été perdu aussi longtemps dans ma vie à être retiré de la réalité, quoi. C'est-à-dire tout ce qui nous entoure, l'environnement, voilà. Oui, t'as pas eu ce genre d'enfance. Non, j'ai pas eu ce genre d'enfance. J'ai pas eu ce genre d'enfance mais même ceux qui sont à la campagne, il y a quand même une espèce d'isolation entre les humains et le sol, quoi. Il y a du hors-sol. Et c'est ça qui est assez surprenant. Bref, je m'éloigne un peu du truc, mais du coup, le sujet de l'énergie, c'est à ce moment-là, je me suis dit, comment est-ce qu'on fait des choses ? Comment est-ce qu'on peut imaginer une vie qui est souhaitable sans pétrole, sans charbon, sans batterie, sans lithium, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé à me poser la question de reprendre les choses à la base, c'est-à-dire les besoins de première nécessité. Se chauffer, se construire une maison, faire son jardin, faire son bois, tout ça. En fait, c'est très simple, hein. À part ça, il n'y a quand même pas grand-chose. Il s'agit de s'abriter, de se nourrir et puis de partager des choses avec les gens parce que on est des animaux grégaires. Et c'est là qu'en fait je me rends compte que justement ce besoin d'être ensemble, c'est aussi quelque chose qui nous a été enlevé avec cette énergie. Parce que cette énergie, elle remplace des groupes d'humains. Elle remplace la convivialité des moissons, des fêtes, des fenaisons, des fagots, toutes ces choses-là, du four à pain devant lequel on se retrouvait avant. Et en fait, ce que je trouve, c'est que par ma chance là de Petit Blanc en 2024, c'est que j'ai le temps de réfléchir à tout ça, d'avoir accès à Internet, de pouvoir étudier toutes les cultures qui sont sur cette planète, alors pas toutes parce que c'est très long, mais en tout cas de me rendre compte de ce que c'était que le passé. Parce qu'il ne faut pas non plus être passéiste, se dire c'était quand même mieux au Moyen-Âge, regardez, ils avaient 200 jours de vacances, c'est ce qu'on lit parfois sur Internet. Et en fait de reprendre toutes ces choses du passé et se dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut prendre le meilleur du passé et le meilleur d'aujourd'hui pour essayer de faire quelque chose qui tient la route et où on n'a pas besoin d'énergie abondante. Et je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible et je crois que en grande partie ça nécessite qu'on se remette au boulot, au travail, qu'on retrouve l'usage de notre corps et l'usage des outils. Parce que si on est capable de vivre sur cette planète, c'est parce qu'on est capable d'utiliser nos mains de manière très habile. C'est ce qui nous différencie de tous les animaux. C'est quelque chose qui fait que on est là aujourd'hui. C'est notre capacité à avoir cherché des outils dans la nature, à les avoir créés et d'avoir pu évoluer avec ça. C'est en fait l'outil. Enfin, si l'outil n'existe pas, l'humain n'existe pas. On n'a pas de griffes, on n'a pas de fourrure, on n'a pas de capacité physique extraordinaire.
Et la seule chose qui nous permet de transformer l'environnement pour nos besoins, eh bien c'est l'outil. Et c'est avec cette réflexion-là que je me suis mis à m'intéresser aux outils. Donc, quand je suis parti de Lyon, après avoir refusé le poste chez Sanofi, j'ai dit à ma compagne, écoute, la seule chose qu'on sait faire finalement, c'est des PowerPoint. Alors faisons des PowerPoint, parce que plein de gens détestent faire ça dans les entreprises. Ils ont du pognon. Allez, voilà. On leur prend, t'achètes une maison avec ça. Voilà. Et c'est ça. En fait, à la fin, elle m'a dit, ok, je te suis, super, on fait ça. Donc elle a été très très douée côté commercial. Donc elle a permis de trouver les premiers clients. Et puis moi, c'était plutôt dans la production, donc je produisais des PowerPoint. Et on a fait ça pendant 2 ans, quasiment H24, 7 jours sur 7. Mais dans l'idée d'en faire quelque chose, pas juste de rester à ce niveau-là. Ah, en fait, oui. C'est-à-dire qu'on s'est dit que si... on avait besoin d'un levier pour sortir de cette autoroute. Et que ce levier-là, pour être réaliste, c'était de trouver de l'argent pour être accepté dans une banque et avoir un crédit. C'est tout. C'était vraiment très froid comme façon de réfléchir, mais voilà, on s'est dit on va sacrifier 2 ans de nos vies pour faire ça, et en même temps continuer cette vie un peu citadine on va au cinéma, on se fait plaisir, on a les copains dans les bars, tout ça. Donc finalement c'était une chouette transition, c'était voilà, on profite jusqu'au bout de tout ça, de toute cette effervescence, et puis ensuite on se tire. Et par chance, travail et chance, c'est que on a beaucoup de clients, et puis à un moment donné, au bout de 2 ans, une banque veut bien nous prêter de l'argent, même plusieurs banques, et on décide de chercher une maison. Au bout d'1 an et demi, on trouve en Dordogne, ici. Vous arriviez d'où ? Alors on avait fait une période de transition justement dans la Loire, donc d'où on était originaire, justement pour revenir à la campagne après ces années en ville et vivre l'hiver à la campagne. C'est-à-dire voilà, c'est quoi être sans toute cette effervescence de la ville, tout ça quoi, parce que c'était quelque chose à laquelle on était habitué. Vous l'avez fait par étapes. On l'a fait par étapes. Professionnellement et au niveau de la vie. C'est ça. Et en fait, on s'est dit, ouais, ok, c'est bon, on y va, on continue. On continue, ensuite on est arrivé ici. Et quand on est arrivé là, on s'est dit que si on commençait à s'installer quelque part, on aimerait le faire différemment. On aimerait en tout cas commencer, à appliquer quelque chose qui est cohérent avec nos valeurs, avec nos lectures, avec nos envies et tout. Et quand on est arrivé là, justement, il fallait débroussailler, il fallait couper du bois, il fallait faire un jardin, il fallait faire tout ça. Et on s'est dit, on fait sans machine, super, c'est l'occasion d'utiliser notre propre énergie. Et vous avez continué à faire des PowerPoint le temps d'eux ou... Ouais, on a continué à faire des PowerPoint le temps d'eux, parce que quand tu arrives ici, c'est pas... moi, je travaille beaucoup avec le besoin de légitimité, donc je me lance pas dans quelque chose si je me sens pas légitime de le faire. Et même si j'avais l'idée des outils qui me trottaient dans la tête, je savais pas les aiguiser, les utiliser, donc il fallait encore que je me fasse la preuve par rapport à tous mes rêves, toutes mes pensées, que je me fasse la preuve que c'était bien possible de vivre de cette manière-là, qu'il était possible de faire un jardin sans motoculteur, de faucher des hectares sans faucheuse, etc., sans tracteur. De faire du bois sans tronçonneuse. Donc au début ça a été difficile parce que il n'y a personne qui nous apprend. Donc encore une fois, merci Internet, parce que c'est la seule chose qui m'a permis d'apprendre à faucher, à aiguiser, à tomber sur des gens mais complètement zinzin qui parlent de hache tout le temps et qui expliquent comment les aiguiser et qui font découvrir la joie d'un outil qui pénètre dans le bois. C'est incroyable. Et tout ça, grâce à tous ces gens, grâce à tous même les algorithmes.
c'est pas du tout romantique, mais j'ai pu trouver plein d'informations qui m'ont permis un jour de me couper avec mes propres outils sans faire exprès. Quand ça arrive, c'est que vraiment on atteint un niveau où, moi j'étais content de me couper. Je me disais, là, si j'ai fait ça, c'est que ouais, c'est rasoir, quoi. C'est de la réalité. C'est de la réalité. C'est du terrain. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé avec ma compagne à trouver du plaisir, à faucher, à avoir ce son de la lame qui prend l'herbe, à aller dans les bois avec ma hache, de même voir ma voisine qui me dit, mais tu sais, quand je t'entends aller dans les bois, je sors ma chaise avec mon petit thé et j'écoute. Parce qu'en fait, ça résonne. Et ça résonne, et c'est quand même autre chose que les disqueuses et les tronçonneuses. Et en fait, cette joie-là, elle arrive aussi en même temps que le Covid. Et du coup, encore une fois, une impossibilité de partager. Et moi, j'ai vraiment besoin de ça parce que j'ai toujours cette sensation d'être tout seul parfois dans mes délires. Donc avant, c'était avec la notion de l'effondrement. Et puis après, c'était avec l'usage des outils, quoi. Donc je me suis mis à faire des vidéos. Et ces vidéos-là ont intéressé des gens. Beaucoup plus que ce que je pensais. Et au bout de quelques temps, il y avait 1000, 2000 abonnés, 3000 abonnés. Donc des vidéos sur lesquelles tu partageais quoi? Mes expériences. Ok, ça prend combien de temps de couper du bois avec une scie? Combien de temps ça prend avec une hache? Tiens, ça va plus vite à la hache, dans certaines conditions. Et puis de rendre compte aussi de comment est-ce qu'on aiguise une faux, c'est quoi le geste, comment est-ce qu'on se fabrique un manche, comment... voilà, enfin des choses très basiques que j'aurais adoré apprendre en étant plus petit, mais que j'avais envie de partager parce qu'il n'y avait rien en français en fait. Il n'y avait rien en français, peut-être même pas grand-chose en anglais. Et du coup, à force, les gens m'ont demandé mais où est-ce qu'on trouve des outils comme ça Comment on fait pour être aussi efficace que toi? Parce que toi, tu as acheté tes outils où à l'époque? En vide-grenier. D'accord. En vide-grenier. Tu prenais des vieux trucs que tu rénovais, que tu Mais parce que par mes lectures, je m'étais fait un œil et j'étais capable de me dire ok, ce poids-là, cette forme-là, elle peut convenir. Je savais refaire les manches, donc c'était facile pour moi de partir de ça. Mais pour des gens qui débutent totalement et qui veulent pas mettre 1 an et demi comme moi j'ai mis pour avoir des résultats, je me suis mis à chercher. Donc je me suis dit, on va regarder sur internet. Donc sur internet, il y avait des outils mais qui étaient un peu élitistes dans le sens où c'est des outils qui sont faits en Autriche ou en Suède ou par des marques en tout cas qui mettent beaucoup d'importance dans l'esthétique, dans la marque, dans la communication. Et là, j'ai l'impression que tu es en train de partir sur l'activité. Ouais. Moi, j'étais partie pour faire 2 vidéos différentes parce que sinon, ça va faire vraiment très long. Bien sûr. C'est super intéressant. Hein. Oui, j'ai du mal à te couper. Je te remercie, c'est top.